l'Italie, la Hongrie, la Pologne, ce sont des partis qui sont au pouvoir et qui aujourd'hui sont capables de résister et de faire le bras de fer avec Bruxelles. Et donc on voit aujourd'hui que progressivement, c'est une autre Europe qui est en train d'émerger. Et ce sera le grand débat des Européennes. D'un côté, une Union européenne à la fois bureaucratique, opaque dans son fonctionnement, antidémocratique même on peut le dire, et immigrationniste et progressiste, et de l'autre, notre vision, une Europe civilisationnelle, une Europe des protections et une Europe démocratique qui s'appuie sur des États libres et des peuples qui défendent leur identité. Bonjour Nicolas Bay. Bonjour. Bonjour Thomas Cullerier. Bonjour. Bienvenue messieurs à la chaîne du Mouvement Reconquête. Nicolas Bay, c'est la seconde fois qu'on a vraiment le plaisir, l'honneur de vous recevoir. La première fois, c'était à votre arrivée au mouvement. Et là, nous sommes après les élections présidentielles et vous êtes venu avec votre adjoint, votre bras droit, Thomas, qui est responsable des fédérations, à la direction des fédérations du mouvement, pour parler aujourd'hui du maillage territorial. On avait déjà fait une vidéo avec Grégoire Tingot et tous les responsables régionaux avant la présidentielle. Mais je tenais vraiment à actualiser ces données pour que nos abonnés, nos 66 000 abonnés, et puis les Français qui tomberaient sur cette vidéo, puissent savoir comment ce mouvement fonctionne. Et vous en êtes donc le patron, Nicolas Bay. Est-ce que vous pourriez déjà, avant de parler du maillage proprement dit, nous expliquer comment vous répartissez les tâches entre les 3 vice-présidents du mouvement, c'est-à-dire Marion Maréchal, Guillaume Pelletier et vous-même? Vous vous occupez de quoi précisément chez Reconquête? Très bien, ça fait plaisir d'abord de parler un peu de l'organisation du mouvement, parce que finalement, quand on fait de la politique, c'est bien naturel, on évoque toujours les questions de fond, les idées qui nous motivent, les valeurs qu'on entend défendre, mais au service de ces idées, de ce projet politique derrière Éric Zemmour, il y a évidemment une organisation humaine. On a beaucoup parlé des 130 000 adhérents de Reconquête, c'est notre fierté, c'est notre force, c'est un vivier de militants que beaucoup d'ailleurs de partis nous envient, parce qu'on voit bien que beaucoup de partis ont toutes les peines du monde à avoir des militants. On n'a pas cette difficulté à Reconquête. Et bien sûr, Éric Zemmour nous a assigné un certain nombre de missions pour mettre en œuvre maintenant la construction de Reconquête. Parce que 2022, la présidentielle, ça a été en quelques semaines la création d'un mouvement politique nouveau. Et c'était d'ailleurs la seule vraie nouveauté de la présidentielle. 2023, une année sans élection, c'est pas si courant en France, c'est le moment de la construction. Et donc nous sommes en train de construire dans tous ces aspects cette Reconquête. Alors pour répondre précisément, David, à votre question, Marion a spécifiquement en charge à la fois la formation et le pôle projet, c'est-à-dire les groupes de travail thématiques. Guillaume s'occupe des élections et des relations avec les partis alliés, le mouvement conservateur, VIA et le CNIP en particulier. Et j'ai moi-même sous ma responsabilité à la fois les fédérations, ce qu'on appelle la propagande, c'est finalement la communication militante, les adhésions et les comités société civile. Et donc Thomas, lui, est responsable spécifiquement dans le cadre de ma vice-présidence des fédérations, et c'est évidemment le pôle principal qui aujourd'hui mobilise notre énergie, parce que construire le maillage territorial de Reconquête, c'est un vrai défi. Alors, ce serait prétentieux de dire aujourd'hui qu'on est en passe de relever ce défi, mais en tout cas, on a considérablement avancé. Pour donner juste quelques chiffres très rapidement, on ne va pas abreuver nos téléspectateurs de chiffres, mais nous avons aujourd'hui d'abord des responsables départementaux partout. 51 responsables départementaux ont été nommés depuis le mois de septembre, ce qui correspond à un renouvellement naturel au lendemain de l'élection présidentielle, où il y avait en fait pendant la présidentielle des responsables départementaux qui avaient été nommés de manière temporaire. Voilà, là maintenant c'est une organisation pérenne. Et puis au-delà de ces responsables par département, eh bien, c'est la construction dans chaque fédération d'une équipe complète avec un maillage par circonscription législative, des responsables par commune, même par canton dans un certain nombre d'endroits, voilà, ce qui va nous permettre de préparer notamment les futures batailles électorales. Il y a les européennes dans 1 an et demi, mais il y aura aussi ensuite des municipales, des régionales, des départementales, où il faudra compter avec Reconquête.
Donc nous sommes toujours le premier parti de France en termes d'adhérents. Hein. La campagne de réadhésion, je crois, se passe très très bien, hein, d'après ce que vous nous expliquiez l'autre jour dans d'autres circonstances. Thomas Cullerier, vous êtes l'opérationnel. C'est pour ça qu'on a voulu vous avoir aujourd'hui, faire ce duo, ce tandem, qui est un nouveau format pour la chaîne, hein, pour tout vous dire, avec le vice-président qui est Nicolas Bay, parce que vous vous occupez des fédérations. Et vous nous avez d'ailleurs apporté une très belle carte qui est derrière vous, qu'on détaillera un peu plus tard, et on fera des gros plans en fonction de ce que vous nous dites sur cette carte pour nos téléspectateurs. Et effectivement, on voit que cette carte est très bien remplie. Vous avez réussi à recruter en peu de temps des responsables départementaux à peu près partout. Hein. Je dirais qu'on est quasiment à 100% là. Oui, alors déjà, merci de nous recevoir. Je pense que c'est important d'expliquer aux adhérents et aux non-adhérents en fait, ce que sont les fédérations, puisque un adhérent lambda ou quelqu'un qui ne suit pas forcément la politique peut-être a du mal à concevoir ce qu'est une fédération. Un peu obscur, ouais. Voilà. Fédération, c'est quoi? C'est d'abord un département. À la tête du département, donc on a un délégué départemental, et comme son nom l'indique, dans fédération, son rôle premier, c'est de fédérer. Donc c'est vraiment ce qu'on inculque au délégué départemental, c'est que son rôle, ce n'est pas d'être le chef local à couper des têtes, à faire le ménage. Son rôle, c'est de fédérer, parce qu'on est un jeune parti où il y a énormément d'adhérents et on a des profils divers. Donc on a des anciens LR, des anciens RN, beaucoup de nouveaux aussi qui n'avaient jamais fait de politique. Il y a plus de LR dans les fédérations qu'à la direction du mouvement? Non, on n'a pas les chiffres exacts, mais en revanche, il y a pratiquement autant de LR que de RN. Voilà. On n'a pas les chiffres exacts, mais globalement, ça s'équilibre. Et en fait, le rôle du délégué départemental, c'est vraiment de respecter chaque individu vis-à-vis de son antériorité politique. Donc il faut respecter les sensibilités politiques de chacun. Et il faut, comme je le disais, réussir à fédérer tout le monde, à ce que tout le monde se sente à l'aise. On a tous un point commun, c'est qu'on a adoré le discours d'Éric Zemmour, on est d'accord avec lui. Et donc le rôle du délégué départemental, c'est de veiller à ce que tout le monde se sente respecté, considéré. Et il faut être à l'écoute. Donc ça, c'est le rôle du délégué départemental et c'est aussi le rôle des fédérations. Nous, en fait, on fait le relais entre nos cadres, donc la carte derrière vous, on va vous la détailler tout à l'heure, et le siège. Et donc le rôle premier, c'est que nos cadres se sentent considérés et se sentent surtout accompagnés. On n'est pas là pour les contrôler, les presser, leur donner des consignes toute la journée, parce que ce sont avant tout des bénévoles. Et donc, qui dit bénévolat, ce sont des gens qui travaillent, qui ont une famille, généralement, qui font ça sur leur temps libre. Ou un métier. Ouais. Qui ont un métier. Et en fait, il faut les traiter avec le respect auquel ils ont droit, parce qu'ils sont bénévoles et on n'est pas dans une entreprise où on est avec des salariés, à les presser, à leur demander des objectifs irréalisables, à leur demander des comptes. Là, on les accompagne. Alors parfois, il y a aussi de la résolution de conflits. Ça arrive que dans les fédérations, vu que c'est une organisation humaine comme les autres. C'est une organisation humaine et donc souvent, on dénoue le conflit, on écoute. Mais le rôle premier des fédérations, je me répète, c'est de considérer les cadres et de les écouter. Alors, qu'est-ce qui a changé, Nicolas Bay, pour que vous mettiez en place ce nouveau maillage territorial? Parce que moi, je me souviens d'avoir interviewé Grégoire Tingot et les 12, je crois, ou 13 délégués régionaux qu'il avait nommés ou qu'il supervisait. Et là, on a une toute autre organisation maintenant, puisque ça se passe par département, même si je crois que vous avez quand même remis des directions régionales. Vous allez nous expliquer comment tout ça s'articule. Mais qu'est-ce qui s'est passé d'abord? Où est Grégoire Tingot? Est-ce qu'il est toujours dans le mouvement et qu'est-ce qu'il fait? Et sinon, pourquoi est-ce que vous avez décidé, vous, de reprendre les choses en main et de faire différemment, on va dire? Je crois qu'en fait, initialement, le maillage territorial, avec Grégoire Tingot et Thibaut Monnier également, qui ont travaillé dessus à la présidentielle, il y avait en gros l'urgence qui prévalait. L'urgence, c'était quoi? C'était d'avoir dans chaque région des représentants d'Éric Zemmour qui animent la campagne présidentielle. C'était ça l'objectif et tout ça s'est déployé en quelques semaines. Et donc l'échelon régional était l'échelon de l'efficacité avant d'avoir le temps de recruter dans de bonnes conditions des responsables aux échelons inférieurs, c'est-à-dire départementaux et même dans les circonscriptions, dans les cantons, dans les communes. Il y avait déjà des délégués départementaux. Voilà, il y avait des délégués départementaux et il y avait l'échelon régional qui était l'échelon hiérarchique qui prenait les consignes du siège et les transmettait sur le terrain.
une fois le cycle électoral terminé, on a fait un choix, c'est d'avoir un échelon unique qui est le département et des chargés de mission régionaux qui viennent en soutien à nos fédérations. Voilà. On n'a pas envie de reproduire à l'intérieur du mouvement le millefeuille territorial de l'État. Voilà, l'État est organisé avec la commune, l'intercommunalité, le département, la région. Voilà, exactement. Et on a raison de le critiquer parce que c'est une organisation qui est bureaucratique, technocratique. À chaque fois qu'on multiplie des échelons comme ça, on alourdit les procédures et on est moins productif. Bon, donc on fait un choix pragmatique. Le mouvement, la reconquête, ça doit être efficace sur le terrain. Donc un échelon départemental qui reçoit directement les consignes du siège. Et comme c'est vrai, on a des fédérations qui, pour certaines, sont déjà très organisées, très structurées. J'en profite d'ailleurs pour rendre hommage, saluer le travail admirable que fait Thomas, parce que c'est un travail du quotidien, c'est un travail de fourmi. Il n'est pas le seul, d'ailleurs. Il a avec lui Nathalie Caternet qui travaille au quotidien là-dessus. C'est une équipe, mais c'est un travail absolument admirable de l'ombre. De contact personnel, quotidien, d'échanges téléphoniques. Alors évidemment, ça peut sembler comme ça banal, mais en réalité, ce travail de l'ombre, il est inestimable parce que il permet justement, dans la durée, d'avoir des responsables, à qui on fait confiance, qui peuvent ensuite mener des actions de terrain, qui peuvent finalement relayer le message de reconquête sur tous les territoires. Et c'est ça l'enjeu. Donc nos chargés de mission régionaux, eux, ils viennent en soutien à nos fédérations qui sont moins structurés, avec des responsables nommés plus récemment, des plus petits départements moins peuplés, où il y a moins d'adhérents aussi, qui ont besoin de soutien. Mais voilà, on arrive maintenant, au bout de quelques mois, à une situation où on a des responsables dans tous les départements et surtout des bureaux départementaux. Ce qu'on appelle un bureau départemental, c'est en fait l'équipe qui est autour du délégué départemental, c'est-à-dire un trésorier, un adjoint ou plusieurs adjoints, le responsable de la communication, le responsable des actions militantes, celui qui va coordonner les actions de collage d'affiches, de tractage dans le département, et tous ceux qui animent les réseaux sociaux aussi dans chaque département. Et en fait, tout ça, ça permet que progressivement, eh bien, tous les Français voient dans leur environnement immédiat, dans leur commune, dans leur quartier, eh bien, de l'action militante de reconquête qui leur est destinée. Voilà. Et c'est le meilleur moyen à la fois de fidéliser nos 130 000 adhérents et d'en recruter de nouveaux, et de transformer, si possible, nos adhérents en militants, de transformer nos électeurs, les 2 500 000 voix d'Éric Zemmour à la présidentielle, demain peut-être en sympathisant, en adhérant, des gens qui vont s'investir dans le mouvement. Voilà. Et ce travail, ce déploiement en fait sur le terrain, il n'était pas possible de le faire pendant la présidentielle, parce que c'est une période très courte de mobilisation intensive. Il est possible maintenant de le faire dans de bonnes conditions pendant toute cette année 2023. Et le but, c'est d'avoir à la veille des élections européennes, puisque c'est la prochaine bataille électorale, eh bien, un mouvement totalement en ordre de bataille avec des responsables des équipes partout en France. On va prendre un exemple pour être très concret, Nicolas, si vous voulez bien. Peut-être que Thomas veut répondre d'ailleurs à cette question. Récemment, Éric Zemmour a demandé à ce qu'il y ait une grande campagne nationale contre l'insécurité dans les transports. Alors cette vidéo sortira dans quelques temps, donc je veux dire récemment, en fait c'était hier par rapport à ce tournage, mais bon, peu importe, ça s'est donc décliné dans toutes les régions de France, dans tous les départements de France en même temps. Comment est-ce que les responsables départementaux ont réussi à comment dit-on, à s'harmoniser, on va dire, hein, à se retrouver au même moment dans des endroits très éloignés les uns des autres, en suivant les consignes du siège, tout en gardant leur liberté. Est-ce que ça s'est bien passé, par exemple, cette opération ? Alors, c'est une très bonne question. D'abord, pour préciser, donc, c'est une opération qui ne concernait que l'Île-de-France. Donc c'était un échelon plus réduit, mais c'est une très bonne question. Ce que disait Nicolas, et je le remercie pour ses remerciements, il a raison quand, en fait, les fédérations, c'est créer un lien privilégié avec chaque cadre. Donc c'est beaucoup de messages en permanence, des appels, etc. Mais ce qui permet de créer un lien unique avec la personne, et à partir du moment où on lui transmet une information, puisqu'il nous connaît, il sera plus à l'aise et plus à même de l'appliquer. Donc c'est d'abord de l'humain. C'est vraiment des relations privilégiées avec chacun de nos cadres, donc sans relations privilégiées dans tous les départements. Ensuite, donc, quand vous avez une consigne nationale, donc là on va prendre l'exemple très concret, donc pour l'Île-de-France, on a un chargé de mission régionale qui s'appelle Olivier Lecoq, chargé de mission régionale Île-de-France. On transmet les consignes à Olivier, qui lui veille à la bonne application de ces consignes auprès de nos délégués départementaux d'Île-de-France.
Je prends un autre exemple. Si c'était une région, il n'y avait pas de chargé de mission régionale, ça serait moi directement qui aurais appelé, ou un autre, mais les délégués départementaux de la région, et qui aurait veillé à la bonne application des consignes. Il n'y a pas de chargé de mission régionaux dans toutes les régions de France, donc? Pas encore. D'accord. Pas encore, parce qu'on prend du temps pour identifier le bon profil, parce que comme l'a dit Nicolas, c'est une fonction un peu transversale. Il n'y a pas de notion hiérarchique entre nos délégués départementaux et les chargés de mission régionaux. Le rôle du chargé de mission régionale, c'est de mettre du lien entre tous les départements, de former les cadres qui ont peut-être moins de facilité que d'autres cadres, ce qui n'est pas grave en soi, chacun à son niveau. Et ensuite, c'est de veiller à la bonne application des consignes du siège. Donc par exemple, en Ile-de-France, on a Olivier Lecoq, donc, qui a ventilé l'information, qui a veillé à la bonne application. On l'appuie au besoin, Nathalie et moi-même, donc, qui est ma collègue aux fédérations. Et ensuite, donc, l'action d'hier s'est très bien passée. Toutes les gares d'Île-de-France, pas toutes les gares, mais tous les départements d'Île-de-France ont été tractés. Les délégués départementaux ont trouvé du monde pour l'opération. Et on a tracté le plus de gares possible. On a fait de belles images, on les a diffusées. Donc c'est l'exemple type d'une opération réussie grâce à Olivier Lecoq, que nous saluons en personne, et grâce aussi aux délégués départementaux qui ont appliqué les consignes avec brio, et ça s'est très très bien passé. C'est très important que vous rappeliez ça, hein, le rôle des chargés de mission régionaux qui ne sont plus les directions régionales d'avant l'élection et qui ne sont pas toujours bien comprises des délégués départementaux. Donc c'est pour eux aussi qu'on fait cette vidéo, aussi pour remettre les choses effectivement en ordre de marche. L'église au milieu du village, dirait-on, puisque vous avez une crèche derrière vous, je pense que c'est de saison de dire ça. Nicolas, cette opération dans les transports en commun a été spectaculaire, hein. Éric Zemmour est passé dans tous les médias. Il était gare du Nord à Paris, qui est évidemment la gare qu'on connaît avec ses faits divers à répétition. Il était entouré de GZ. Et moi, j'ai envie aussi, de gens de Reconquête, de dirigeants, mais aussi de GZ, qui sont donc les membres du mouvement de jeunesse, qui ont presque dans l'ADN de Reconquête finalement, hein, c'est les tout premiers. J'aimerais savoir si vous vous occupez du maillage des GZ aussi, parce que c'est pour beaucoup de militants, moi je le sais, pour être correspondant local, délégué local, c'est compliqué de comprendre qu'il y a une double hiérarchie et de savoir un peu qui fait quoi et qui dépend de qui. Alors, en fait, c'est assez simple. Génération Z, c'est le mouvement de jeunes de Reconquête. C'est-à-dire que sont membres de GZ les adhérents de Reconquête de moins de 30 ans. Voilà. Mais ils sont également, évidemment, des adhérents de Reconquête. Donc, en fait, l'organisation de jeunesse, elle peut avoir ses actions propres. C'est Stanislas Rigaud qui en est l'animateur au niveau national. Donc, des actions, par exemple, à destination des jeunes, actions dans les facs, actions dans les lycées. Mais nos militants jeunes, sous la bannière de GZ, ils sont évidemment totalement intégrés dans nos fédérations départementales. Et d'ailleurs, le responsable GZ départemental est membre du bureau départemental, c'est-à-dire donc de l'équipe départementale de Reconquête. Donc il n'y a pas de double hiérarchie et il n'y a pas de séparation, ce serait absurde, entre la branche jeune et la branche aînée, disons. Voilà. Au contraire, les jeunes sont totalement intégrés. Et il y a d'ailleurs, parmi nos responsables, y compris des responsables départementaux, des jeunes. On mise sur la jeunesse, on fait confiance à la jeunesse. On a cette force d'avoir des dizaines de milliers de jeunes adhérents à Reconquête, qui ont suivi Éric Zemmour, qui ont mené la campagne présidentielle. Certains ont même été candidats aux élections législatives ensuite en juin dernier. Et donc, il est naturel de leur faire confiance, de les impliquer dans notre organisation. Par exemple, là, pour citer l'action que vous évoquiez dans les transports hier matin, dans les gares, dans un département comme les Yvelines, 40 gares étaient couvertes. Le résultat concret de cette mobilisation, c'est 40 gares du département des Yvelines étaient couvertes, avec à chaque fois entre 4 et 10 militants. Donc, un matin de semaine, Reconquête est capable de déployer comme ça des centaines de militants, avec d'ailleurs un certain nombre de jeunes parmi eux, sur le terrain pour relayer un message politique. Et ça, il n'y a aucun mouvement politique qui aujourd'hui est capable de le faire. Il y a peut-être des organisations syndicales, grâce au droit de grève, qui sont en mesure de le faire, mais il n'y a aucun mouvement politique qui est capable de mobiliser de manière aussi rapide autant de monde un matin de semaine. Ouais, donc il n'y a pas de maillage spécifique GZ, pour répondre à la question que vous posez. Il y a un maillage, il y a des responsables départementaux GZ qui animent une équipe de jeunes. Mais c'est totalement intégré, bien sûr, dans l'organisation générale de Reconquête. Bon, en tout cas, moi je constate quand même une désaffection au niveau de Paris des jeunes depuis la présidentielle. Alors peut-être que c'est normal dans la mesure où on n'est plus en période électorale, mais est-ce que vous avez des idées pour... Thomas, peut-être pour remobiliser les jeunes au sein du maillage, même s'il n'y a pas de double hiérarchie, pour les pousser à revenir et à affirmer nos convictions partout où ils sont.
Vous l'avez très bien dit, c'est que en fait, Génération Zemmour est une entité qui a été fondée avant le mouvement Reconquête. C'était le début, c'était les amis d'Éric Zemmour, puis il y a eu Génération Zemmour. Désormais, en fait, nous, avec Nicolas B, on cherche à ce qu'un responsable GZ soit d'office intégré dans le bureau Reconquête. Ça, c'est le premier point pour que en fait, les GZ se sentent et concertés et consultés dans la vie départementale du mouvement Reconquête. Ensuite, on le sait, les jeunes adorent être sur le terrain, donc tracter, afficher. Il y a eu une émulation formidable lors de la campagne présidentielle, où on avait des jeunes qui collaient toute la nuit, qui tractaient, c'était nouveau. Éric Zemmour n'était pas un politique, il est devenu politique. Il y avait un enthousiasme. Il y avait un enthousiasme incroyable, vous étiez au Trocadéro, j'imagine. Enfin, tout ça, on l'a vécu. C'est normal qu'après une présidentielle, il y a un temps un peu plus calme. Nicolas l'a dit, c'est une année sans élection majeure. Et donc, il faut que chacun s'occupe et comprenne quel est son rôle et sa fonction dans un parti politique. Comment, moi, en tant que simple adhérent, je peux être utile pour Reconquête, pour développer les idées et pour les diffuser à un plus grand nombre de Français. Je pense que la clé pour les jeunes, c'est de les former. Il faut former les jeunes du mouvement. À mon sens, un bon jeune, par exemple, c'est le cadre de demain. Si un bon jeune, il est formé, il a la maturité pour comprendre qu'il doit être formé, qu'il ne sait pas tout à son âge, ce qui est normal. Moi-même, je suis un GZ, j'ai 29 ans, donc je suis un GZ et pourtant je suis à Reconquête à part entière. Mais il faut que les jeunes aient l'humilité de comprendre qu'ils ont à apprendre des anciens, des plus vieux. Et inversement, je pense que les deux entités jeunes-vieux, on se comprend, hein, c'est pas une offense envers les plus âgés, mais il faut que les deux entités se nourrissent mutuellement. Il faut que la fougue de la jeunesse nourrisse peut-être certains membres de Reconquête qui sont moins sur le terrain, et inversement, les personnes plus âgées inculquent aux jeunes ce qu'est un mouvement militant, ce qu'on attend d'eux, que les jeunes aussi se forment à la pensée politique, parce qu'il y a certaines choses qu'on peut dire entre jeunes, mais quand on prend la parole en public ou sur les réseaux sociaux, ça peut avoir des répercussions. Donc il faut faire attention. Et ensuite, c'est se nourrir mutuellement. Je crois que c'est la clé, et ça va être le travail, c'est de former ces jeunes pour qui, à mon sens, demain, ce seront probablement nos cadres, nos candidats, et je l'espère, nos élus de demain. Un bon jeune, pour moi, dans mon esprit, c'est notre élu Reconquête dans 10, 15, 20 ans. Oui, c'est ce que dit Éric Zemmour depuis quasiment le début du parti. Nicolas Bay, vous disiez que Marion Maréchal était en charge de la formation tout à l'heure. J'imagine qu'elle met l'accent sur la jeunesse, parce que c'est évidemment l'avenir du mouvement. Oui, bien sûr, il y a un certain nombre de projets de formation importants, d'ailleurs, qui vont être mis en œuvre dans les mois qui viennent. Formation à destination de nos adhérents, formation à destination plus spécifiquement des jeunes, et formation aussi, là c'est un peu plus dans notre domaine avec Thomas, à destination de nos cadres. Parce que la formation, c'est bien sûr la formation programmatique, doctrinale, hein, les idées, les grandes idées que nous défendons, et ensuite la manière dont on les met en œuvre techniquement, notre projet politique, nos mesures, les mesures précises que nous préconisons en alternative avec ce que fait Emmanuel Macron. Mais la formation, c'est aussi la formation à l'action politique. Et donc nous organisons par exemple 2 week-ends où on va former la totalité de nos 100 délégués départementaux. Ils viennent tous à Paris pendant 2 jours. Ils auront une formation complète. Alors, c'est une formation très pratique, très concrète. Comment on organise une équipe départementale, comment on organise des actions militantes, comment on organise des événements, un meeting, un dîner-débat, une conférence de presse, quelle relation avec la presse locale, comment on rédige un communiqué de presse, les grandes règles à respecter pour que ce communiqué soit efficace, percutant, comment on rédige et on met en œuvre un tract pour réagir à l'actualité. Voilà, toutes ces choses-là, aussi tous les aspects juridiques, financiers, la manière d'animer nos réseaux sociaux, la manière de communiquer à destination des différents publics qui correspondent à ces réseaux sociaux. Voilà, donc en réalité, quand on parle de formation, souvent on pense d'abord aux idées, et c'est normal, c'est très bien d'ailleurs, parce qu'il ne faut pas oublier que quand on mène le combat politique et des batailles électorales, c'est d'abord pour défendre des convictions, pour défendre la France et pour mettre en œuvre le redressement national. Mais pour y parvenir, eh bien, il y a des moyens. Nos militants, nos cadres, nos jeunes, ils ont besoin de formation pratique, technique. Et on a aujourd'hui un enjeu, un défi, c'est de créer notre propre culture politique de Reconquête. C'est vrai qu'on a des adhérents qui viennent de différents horizons.
on l'a dit tout à l'heure, des anciens LR, des anciens RN, et aussi d'ailleurs, il ne faut pas le sous-estimer, des gens qui un temps ont été séduits par Macron, des gens qui viennent parfois de la gauche, c'est plus rare, mais il y en a, et puis beaucoup qui ont été enthousiasmé par Éric Zemmour, par sa démarche, qui redonne un peu ses lettres de noblesse à la politique, parce qu'au lieu de discuter éternellement du point de TVA ou du montant des APL, on parle enfin des grandes idées et on porte une vision pour la France. Et souvent, ceux qui étaient écœurés par la classe politique, qui n'y croyaient plus, qui votaient plus depuis des années, eh bien, en écoutant Éric Zemmour sur CNews tous les soirs à 19h, ils ont repris goût à la politique et ils se sont engagés au sein de la Reconquête au moment de la présidentielle. Eh bien, voilà, ces idées qui nous motivent, qui nous rassemblent, eh bien, il faut le transformer en action concrète de terrain avec notre propre culture politique. C'est-à-dire, nous ne sommes pas, comment dire, un duplicata de LR ou du RN. Il y a, c'est vrai, des similitudes de constat sur un certain nombre de sujets, parfois même des propositions qu'on peut partager, mais en réalité, Reconquête, c'est la droite civilisationnelle qui défend un certain nombre d'idées, un corpus d'idées, qui ne sont pas défendues par d'autres. Nous pensons que la question de l'identité est centrale, que la menace du grand remplacement est bien réelle par l'effet conjugué de l'islam conquérant par nature, d'une immigration totalement hors de contrôle et de la dénatalité. Voilà, il n'y a aucun parti politique qui dit ça. Nous défendons la valeur travail contre l'étatisme et l'assistanat. Le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est assez éloigné comme discours de ce que dit Marine Le Pen. Nous assumons aussi l'attachement à un certain nombre de valeurs. Nous refusons la déconstruction. Nous pensons que le mariage homosexuel, la PMA sans père, la GPA peut-être demain ou l'euthanasie comme nous le prépare Macron, eh bien, ce n'est pas bon pour notre peuple, pour notre pays, et ça mérite une opposition très claire. Voilà. Sur tous ces sujets-là, il y a une spécificité de la Reconquête. Et donc, la formation, c'est aussi défendre cette vision-là, cette vision politique, mais surtout, ça doit ensuite s'incarner de manière concrète sur le terrain, avec aussi un certain nombre de nos militants, de nos cadres, de nos responsables qui vont progressivement devenir des représentants de Reconquête. Certains sont déjà identifiés, connus, certains ont des mandats électifs. On ne le dit pas assez, mais j'entendais hier des journalistes dire que le Reconquête n'avait pas d'élus. Mais c'est un mensonge grossier. En réalité, nous n'avons pas eu d'élus aux élections législatives. Bon, voilà, mais enfin, si la vie politique se faisait exclusivement à l'Assemblée nationale, ça se saurait. La vérité, c'est qu'elle se fait largement dans les médias, sur le terrain, beaucoup plus qu'à l'Assemblée, qui est une vague chambre d'enregistrement. Et ceux qui prétendent y incarner l'opposition apportent presque tous les jours la démonstration de leur inutilité. Mais nous avons des centaines d'élus. Nous avons en effet 2 sénateurs, quelques députés européens dont je fais partie. Nous avons 25 conseillers régionaux et départementaux. Nous avons des centaines de maires, dont parmi les 740 maires qui ont parrainé la candidature d'Éric Zemmour, il y en a 200 environ qui sont des adhérents de Reconquête. Nous avons 300 environ ou 250 élus municipaux, maires adjoints, conseillers municipaux délégués dans des communes un peu partout, dans des grandes villes, dans des plus petites villes. Donc, en réalité, nous avons déjà ce maillage d'élus locaux. Évidemment, il a vocation à se renforcer à l'occasion des futures batailles électorales, mais ce sont des représentants de Reconquête sur tous les territoires. Ouais, c'est très important de le rappeler. Hein. On dit souvent que Reconquête est un parti mort-né et qui n'a pas d'élus et qui n'a pas de représentants et qui n'est pas maillé. C'est totalement faux. Et heureusement que vous êtes là pour nous le dire. Alors, oui, Thomas, pardon. Thomas, est-ce que vous pouvez nous détailler un peu cette carte qui est derrière vous sans la regarder, parce qu'il faut regarder nos spectateurs, mais vous la connaissez par cœur, j'allais dire. Ouais. Bien sûr. Alors, donc vous avez la carte du maillage territorial de Reconquête derrière moi. Donc, à chaque département est affiché un nom. Le nom en question est le nom du délégué départemental. Comme l'a dit Nicolas, il y a eu beaucoup de changements après la présidentielle, ce qui est normal. Il y en a eu 51. Donc, il y a 51 sur 100. 51 sur 100, c'est ça. Ensuite, donc, la carte montre chaque département. Qu'est-ce qui s'est passé pour ces 51 personnes? Elles sont parties d'elles-mêmes? Vous avez estimé qu'elles n'étaient pas tout à fait à leur place? Soyons transparents vis-à-vis de nos abonnés. Oui, on va être transparent. Déjà, on peut le dire, il y a une certaine déception après le score de la présidentielle, ce qui fait qu'il y a eu quelques démissions. Marginales, il n'y en a pas eu énormément, mais il y a eu quelques démissions.
C'est pas grave en soi, ça s'est fait en bon terme. Ensuite, et on le fait régulièrement, on a estimé qu'un certain nombre soit n'avaient pas le niveau pour continuer à être délégué départemental, soit il y avait trop de conflits locaux pour continuer sereinement à pouvoir exercer la fonction de délégué départemental. Bon, en tout cas, maintenant, vous avez quasiment les 100, hein. 98 sur 100, c'est ça? 98 sur 100, on a 2 départements où il manque encore un délégué départemental, mais ça va se régler dans les quelques jours à venir. Nicolas l'a dit, en fait, c'est la vie d'un parti politique, le renouvellement de ses cadres. Et donc, ça nous arrive également de nous rendre sur place. Donc, on fait des audits. On auditionne toutes les personnes volontaires pour prendre plus de responsabilités au sein du département. Donc c'est ma collègue et moi-même Nathalie qui nous rendons sur place. Ensuite, on va la citer, vous avez dit Nathalie plusieurs fois, mais Nathalie comment? Nathalie Caternet, donc qu'on salue, qui est également en fédération. Et donc on va sur place et ensuite c'est à nous de trouver le profil qui fait consensus. Je me répète, mais dans le mot fédération, il y a fédéré. Donc il faut quelqu'un qui soit capable de disposer avec toutes les sensibilités politiques, quelqu'un qui ait assez de charisme pour emporter les foules, parce que c'est pas évident souvent d'être nommé délégué départemental. Et puis ensuite, c'est vraiment à l'instinct. Il n'y a pas de critères d'âge ou de critères d'ancienneté politique, etc. On a des cadres départementaux qui peuvent être jeunes. On en a 3 de mémoire qui ont en dessous de 30 ans. Donc les profils sont assez variés en soi et c'est vraiment, je me répète, mais capable de créer une émulation locale, d'emporter les gens, de respecter les gens, de considérer les gens. Et ensuite, la magie opère, puisque globalement, on est très satisfait des récentes nominations qu'on a faites. Paris en a une récemment. Je sais que vous êtes adhérent et même responsable au sein du bureau. Et donc, on est vraiment globalement de l'émulation. Chacun à son niveau, chacun va à son rythme. On forme les responsables départementaux très prochainement et on est très confiants. Et l'objectif qu'on a avec Nicolas, c'est que quand les européennes commenceront, il faut que les 100 départements soient en ordre de bataille pour faire la meilleure campagne possible. Voilà. Ouais, alors voilà, là on va arriver à... On va sortir un peu du maillage pour rentrer dans l'avenir du mouvement Reconquête parce qu'on a la chance d'avoir un vice-président exécutif et on ne va pas laisser passer l'occasion de lui poser la question. Je voulais juste vous féliciter, cher Thomas, parce que vous avez non seulement réussi à mailler l'Hexagone, mais également les Outre-mer. Je vois qu'il y a des stickers un peu partout sur les territoires d'Outre-mer et c'est important, les territoires ultramarins pour le prestige, le rayonnement de la France, sa puissance littorale aussi, hein, et on sait à quel point on a de la chance. On est la deuxième puissance dans le monde du point de vue de la taille de notre littoral. Donc, on a 11 millions de kilomètres carrés d'eau territoriale française. Juste après les États-Unis, je crois. Exactement. D'ailleurs, c'est important l'outre-mer. On s'est déplacé dans les départements d'outre-mer, en Martinique, en Guadeloupe, à La Réunion. On a des équipes, des responsables. On complétera ce dispositif avec des responsables qui seront nommés très prochainement également dans nos collectivités d'outre-mer du Pacifique. Voilà, donc il n'y a pas un endroit où il y a des adhérents de Reconquête et où il n'y a pas des responsables. Et on les oublie parfois, mais on a aussi une équipe très solide des Français de l'étranger. C'est une fédération en tant que telle qui est répartie sur toute la planète avec 10 circonscriptions. C'est Alain Welladj qui est notre responsable des Français de l'étranger. Ils font un travail remarquable et ils ont obtenu d'ailleurs de bons résultats aussi bien à la présidentielle qu'aux législatives. Bravo pour tout ça. L'avenir du mouvement Reconquête, bon, il est protéiforme bien sûr, mais il y a les élections européennes qui arrivent dans 2 ans. Vous êtes au premier chef de ça, parce que vous êtes vous-même député européen, vous connaissez bien les instances de Bruxelles. Vous nous communiquez des lettres très régulières sur les aberrations de Bruxelles, à peu près dans tous les domaines, hein, pour les dénoncer et surtout pour tenter d'y remédier dans l'avenir. Est-ce qu'il y a des contacts avec le Rassemblement national, que vous connaissez lui aussi très bien, parce que vous en venez? Est-ce qu'il y a des contacts avec le LR, avec des partis au sein du Parti populaire européen? Comment on va en ordre de bataille à cette grande élection que peut-être Marion dirigera, peut-être vous, peut-être Éric Zemmour? On ne sait pas encore, mais quelle est la stratégie pour les européennes? Alors, je pense que le plus important d'abord, c'est le projet. Quel projet européen? Quelle est notre vision de l'Europe?
Nous ne sommes pas anti-européens, nous avons la conscience civilisationnelle. Mais ce qu'on peut voir, constater et déplorer, c'est que la construction européenne, telle qu'elle a été faite au gré des traités successifs, le traité de Lisbonne étant le dernier en date, eh bien, ça aboutit plutôt à une impuissance collective de nos nations. On nous avait vendu... Lisbonne 2008. Hein. Oui, c'est ça. Et en réalité, ça a été présenté comme le moyen de retrouver à l'échelle continentale une puissance qu'on ne pouvait plus avoir, nous disait-on, à l'échelle nationale. Le résultat, eh bien, c'est que comme l'Europe a été construite, l'Union européenne construite comme une espèce de terrain vague, sans protection, sans frontières, eh bien aujourd'hui, ça aboutit à notre affaiblissement collectif. Alors ça n'est pas inéluctable. On peut avoir une autre vision de l'Europe, c'est ce que nous défendons, une Europe beaucoup plus pragmatique, où on arrête d'avoir la Commission européenne, c'est-à-dire 27 commissaires européens que personne ne connaît, 30 000 fonctionnaires dans des bureaux gris à Bruxelles qui décident à la place des États et des peuples. Élus par personne. Élus par personne. Il faut absolument retrouver un fonctionnement démocratique, c'est-à-dire s'appuyer sur des coopérations entre des nations et des gouvernements qui ont la souveraineté populaire et mettre en œuvre des coopérations, pas forcément tout à 27 d'ailleurs, parce que les intérêts des uns et des autres peuvent être différents, pour mener à bien des projets qui nous donnent cette puissance collective. Protéger nos frontières extérieures de l'Europe, c'est évidemment un défi qu'on doit relever ensemble. Mais quand vous avez 16 ministres de l'Intérieur sur 27, c'est quand même pas rien, qui demandent à la Commission européenne de financer les frontières extérieures, c'est-à-dire des barrières ou des murs, eh bien la Commission européenne refuse parce qu'ils sont tellement... Leur ADN, c'est tellement l'accueil des migrants du monde entier qu'ils refusent d'appliquer Schengen, c'est-à-dire la protection de nos frontières extérieures en contrepartie de l'abaissement qui a eu lieu en 1996 de nos frontières nationales. Et en matière économique, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on a supprimé les barrières douanières à l'intérieur de l'Europe, c'est le marché commun, mais on ne s'est pas protégé. Et le résultat, c'est qu'on a multiplié des accords de libre-échange avec le monde entier, qui constituent une concurrence déloyale, qui a tué hier notre industrie et qui menace d'ailleurs de tuer demain notre agriculture. Et la France risque d'être évidemment en première ligne. Donc on doit rétablir de vraies protections et permettre à chaque nation de défendre ses intérêts. Ça, c'est notre vision de l'Europe. Ensuite, on voit bien aujourd'hui que partout en Europe, cette vision-là, elle est partagée par d'autres. On n'est pas tout seul. Et vous évoquiez les relations qui peuvent exister avec d'autres députés européens. Moi, j'ai de bonnes relations avec un certain nombre de mes collègues, certains du RN avec qui je suis resté en bons termes et qui ne sombrent pas dans le sectarisme, certains qui aujourd'hui siègent dans les rangs de LR. Mais je vais vous dire, les relations que je développe le plus au Parlement européen depuis des années, puisque ça fait 9 ans que j'y suis, c'est avec des alliés européens. C'est-à-dire des Italiens de Fratelli d'Italia qui aujourd'hui sont au pouvoir avec Giorgia Meloni, des Hongrois qui sont au pouvoir avec Viktor Orban, des Polonais du Parti Droit et Justice. Voilà, ce sont ces trois, je les cite en premier, mais il y en a d'autres, hein, les Suédois, les démocrates suédois qui soutiennent la nouvelle coalition gouvernementale sans y participer, qui montre le bon exemple en matière de fermeté migratoire. Mais l'Italie, la Hongrie, la Pologne, ce sont des partis qui sont au pouvoir et qui aujourd'hui sont capables de résister et de faire le bras de fer avec Bruxelles. Et donc on voit aujourd'hui que progressivement, c'est une autre Europe qui est en train d'émerger. Et ce sera le grand débat des Européennes. D'un côté, une Union européenne à la fois bureaucratique, opaque dans son fonctionnement, antidémocratique même on peut le dire, et immigrationniste et progressiste. Et de l'autre, notre vision, une Europe civilisationnelle, une Europe des protections et une Europe démocratique qui s'appuie sur des États libres et des peuples qui défendent leur identité. Oui, une Europe des peuples et non pas une Europe de la bureaucratie. Vous étiez avec Éric Zemmour, avec les autres vice-présidents, en tête du combat contre l'Ocean Viking à Marseille. Hein. On vous a vu beaucoup dans le sud de la France. Vous êtes aussi en défense des chrétiens d'Orient parce que c'est civilisationnel. Vous êtes un peu partout, Nicolas, hein, dans les territoires d'outre-mer. Et c'est vrai que c'est une vision unique dans le paysage politique français, le Rassemblement national, puisque on parle tout le temps, on nous compare tout le temps à eux, ne fait rien pour assumer cet héritage civilisationnel de l'Occident. Moi, je crois qu'il est très important, quand on défend notre vision politique, la droite civilisationnelle, puisque c'est ce que nous sommes, de montrer que, contrairement à ce qu'affirment nos adversaires, ce n'est pas une logique de repli sur soi national. C'est en réalité justement cette conscience civilisationnelle qui nous pousse à défendre les droits légitimes
des autres peuples pour pouvoir demain défendre aussi nos propres droits. C'est-à-dire en clair, quand je me suis rendu récemment au Kosovo pour soutenir les Serbes chrétiens qui aujourd'hui sont menacés d'épuration ethnique par les Albanais musulmans, eh bien, c'est aussi pour faire prendre conscience que ce qu'ils subissent aujourd'hui au Kosovo, c'est ce qu'on peut subir sur le territoire national demain. Et j'avais été également en Arménie il y a quelques semaines. En Arménie, l'Arménie, c'est plus tout à fait l'Europe, c'est le Caucase, mais nous avons une source civilisationnelle commune, c'est-à-dire que c'est le premier pays chrétien au monde, l'Arménie, qui est petit pays de 3 millions d'habitants, avec les liens avec la France sont très anciens et très forts, et qui est aujourd'hui encerclé par, d'un côté, la Turquie, 100 millions de musulmans, de l'autre côté, l'Azerbaïdjan, 10 millions de musulmans, qui sont deux dictatures d'ailleurs. Ça n'empêche pas la Commission européenne de multiplier les accords commerciaux, les partenariats avec ces deux pays-là. Et ces deux pays ont une ambition qu'ils ne cachent pas d'ailleurs, qui est la reconstitution d'un empire ottoman qui aboutirait à l'invasion pure et simple de l'Arménie et à l'éradication pure et simple du peuple arménien. C'est d'ailleurs ce qu'ils avaient déjà essayé de faire il y a un siècle par génocide, quand même. Absolument. Et donc, aller défendre les Arméniens, les chrétiens arméniens aujourd'hui, eh bien, c'est une manière aussi, c'est d'abord une obligation morale, sans doute, de soutien à un pays et à un peuple avec lequel on partage une civilisation commune, mais c'est surtout une manière de tirer la sonnette d'alarme sur les menaces qui aujourd'hui existent pour les Français, pour les Européens d'une manière générale, face à un islam conquérant par nature et qui, tout au long de l'histoire, s'est affronté avec les nations européennes. Bon, je pense que là, on a bouclé la boucle. On est parti du maillage hexagonal pour arriver au maillage européen, au futur maillage européen, puisqu'on voit qu'il y a beaucoup de pays qui ont déjà pris cette voie et que le vent de l'Est souffle fort, en réalité, vers l'Ouest. Et on espère que vous avez raison et que vous mènerez cette campagne européenne avec autant d'enthousiasme que vous organisez ce maillage national. Merci beaucoup, messieurs, d'être venus. Merci. Nous voir aujourd'hui. Bonne année évidemment à vous et à nos téléspectateurs et à très bientôt. À bientôt. À bientôt.